l'IA ne va pas remplacer l'homme au travail. Moi, je pense exactement l'inverse. L'intelligence artificielle va vous permettre d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Ah non, moi je pense que ça c'est l'informatique depuis toujours et que cette fois-ci justement ce qui est différent, c'est qu'on aille sur les tâches à haute valeur ajoutée. Les IA pulvérisent déjà les humains sur plein de trucs. Elles détectent mieux les cancers sur des images médicales et maintenant sur le diagnostic que les humains. Mais l'étape d'après, c'est d'aller jusqu'à un jour avoir une seule personne avec son armée d'agents intelligents qui fonctionnent comme des employés en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Time. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphane Mala. Je suis ravi aussi. Merci d'être là. Toi, tu es entrepreneur, conférencier. Tu vas bientôt atteindre 1000 conférences à travers le monde, mais aussi auteur. Tu as publié un livre qui est donc Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée. Ça fait plus de 10 ans que toi, tu abordes le sujet de l'intelligence artificielle. Tu as été précurseur sur ces sujets-là. Donc, ensemble, l'idée, c'est qu'on parle justement de ces sujets d'intelligence artificielle, de l'impact de l'IA au travail, des agents IA. On a plein de sujets à aborder ensemble, ça va être très cool. Il y a une première question qui me vient à l'esprit, étant donné que ça fait 10 ans que tu parles d'IA. Quel est le sujet qui te fait un petit peu bondir de ta chaise quand on parle d'IA, encore maintenant, que tu peux entendre de la bouche d'entrepreneurs ou de salariés ? Alors en fait des sujets il y en a un paquet parce que tu connais les humains, tu sais qu'ils sont souvent paresseux y compris intellectuellement et moi ce qui me fait bondir pour reprendre tes termes c'est qu'on entend toujours les mêmes choses lorsqu'on lit des choses sur l'IA, qu'on écoute des choses que ce soit dans la presse, dans les médias spécialisés, les documentaires, les reportages etc. On entend toujours l'IA ne va pas remplacer l'homme au travail mais celui qui n'utilise pas l'IA se fera remplacer par celui qui utilise l'IA. Ça c'est toujours un truc qu'on entend partout. C'est juste faux parce que l'IA on l'utilise déjà tous aujourd'hui et ça va faire que monter en puissance donc tout le monde va l'utiliser en fait. Ça par exemple, le fait que tout simplement que l'IA ne va pas remplacer l'homme au travail, moi je pense exactement l'inverse et je pense que c'est une bonne nouvelle. Enfin, on dit l'inverse mais moi je pense que cette fois-ci c'est plié puis même c'est ce que pense la Silicon Valley d'ailleurs aujourd'hui mais c'est pas très grave, il suffit, c'est un challenge de plus pour l'humanité, pour la société. On entend des choses comme, alors tu as dû entendre ça aussi, l'intelligence artificielle va vous permettre d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Ouais. Non, moi je pense que ça c'est l'informatique depuis toujours et que cette fois-ci justement ce qui est différent, c'est qu'on aille sur les tâches à haute valeur ajoutée. Ouais. On peut prendre plein d'exemples, un algo en médecine qui fait du diagnostic, que ce soit sur des images médicales ou du diagnostic tout court comme ChatGPT l'a fait il y a quelques jours, qui est meilleur que les médecins. C'est de la haute valeur. Ouais. Alors, j'ose pas dire ajouter parce qu'on parle de médecine, mais ça a plus de valeur. La pathologie que l'algorithme voit que celle que le médecin ne voit pas. Donc forcément, ça veut dire qu'on va sur de la haute valeur ajoutée. Et puis comme ça, on peut en prendre un paquet. Ouais. Le fait que, moi j'ai une thèse, on pourra en parler si tu veux depuis longtemps, qui se rapproche de ce que dit Richard Dawkins sur le fait qu'en fait, si ça marche aussi bien l'intelligence artificielle, c'est parce que ce sont des algorithmes d'apprentissage par essai et erreur, mais c'est ce que nous sommes nous aussi les humains. Alors, j'ai plein de gens qui disent mais c'est n'importe quoi, cette analogie n'a pas lieu d'être. Alors, si en fait il y a plein de parallèles avec les humains algorithmes, mais c'est pas réducteur du tout. Je peux t'en citer plein d'autres. Le fait que moi je suis convaincu qu'on va aller vers de la conscience artificielle. Ça c'est pareil, il y a des gens qui disent mais non, la conscience c'est autre chose, c'est relié à l'âme. Donc tu vois, un paquet de sujets, on pourrait tous les prendre un par un et passer 2 heures dessus. Qui je pense ne font pas avancer les choses lorsqu'on parle d'intelligence artificielle en ce moment. Ok. Oui, c'est vrai, il y a ce sujet du remplacement des cols blancs, on en parle beaucoup et c'est pas que. En fait, c'est les tâches à faible valeur ajoutée, oui, mais aussi ceux à plus haute valeur. Justement, il y a un sujet en ce moment que l'on entend partout, c'est le sujet des agents IA qui est soi-disant la prochaine vague. Après ce qu'on a pu connaître avec et ce que tout le monde utilise les chatbots IA comme ChatGPT. Comment toi tu vois cette nouvelle vague arriver ? Comment déjà si tu peux nous rappeler un petit peu c'est quoi les agents IA pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de ça et quel va être leur impact à venir puisque toutes les plus grosses entreprises tech aux États-Unis investissent énormément sur ces agents IA. OpenAI derrière ChatGPT en particulier. Quel est ton regard là-dessus ? Alors moi j'avais expliqué ça déjà il y a une dizaine d'années, j'ai d'ailleurs une vieille conférence sur YouTube de 2015 où j'expliquais que le but c'était de faire des assistants intelligents capables de tout faire. Alors d'abord des choses banales qu'on sait faire aujourd'hui comme surfer sur internet, utiliser un ordinateur, ça a été annoncé par Anthropic il y a quelques jours, ça y est, les agents savent utiliser un ordinateur, remplir des formulaires, créer des images, tout ce que tu veux, bref, des agents chacun spécialisés dans la réalisation de tâches plus ou moins complexes, encore une fois avec de plus en plus de valeur ajoutée.
Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir coordonner ces agents pour qu'ensemble, ils réalisent des tâches de plus en plus complexes. En gros, ce qu'on veut faire, c'est faire un petit peu ce que nous, on fait avec notre cerveau. C'est-à-dire que quand tu as une tâche à faire, généralement, c'est aussi beaucoup ce qui nous diffère de la plupart des animaux, c'est que tu pars de la fin, et ensuite tu décomposes ça en sous-objectifs jusqu'au présent. Et ensuite, tu réalises ces objectifs un par un en faisant appel à des fonctions cognitives, soit par toi-même, soit avec les autres. Et ensuite, tu atteins cette tâche. Là, l'idée, c'est de faire la même chose. On essaie d'apprendre à des agents à réaliser des tâches, à se coordonner pour faire des choses avec de plus en plus d'autonomie. Et moi, ma conviction, alors c'est pas que la mienne, c'est ce que disent les gens qui travaillent là-dessus depuis toujours, enfin depuis une trentaine d'années, c'est que les agents intelligents vont être capables de tout faire, parce que ce sont des algorithmes qui fonctionnent par apprentissage, par essai-erreur, exactement comme les nôtres, comme je le disais juste avant. Et progressivement, on va les faire aller sur des tâches avec de plus en plus de valeur ajoutée. Ils vont nous surprendre, parce qu'on a une capacité, les êtres humains, à être bluffés à chaque fois qu'un algorithme fait quelque chose qu'on pensait impossible. Mais en fait, si on a compris que c'est juste que tout ce qu'on fait, ces algorithmes, ça ne doit pas nous surprendre. Moi, je me souviens, quand on faisait les premiers algorithmes diagnostiques de cancer sur des images médicales, les gens étaient bluffés. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Quand ChatGPT a commencé à manipuler le langage, ils étaient bluffés. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils disent ça fait que répéter des mots avec des statistiques. Oui, mais c'est peut-être ce qu'on fait que nous aussi avec nos cerveaux, et c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, on va faire ça pour toutes nos fonctions cognitives, tout ce qu'on fait avec nos cerveaux, y compris nos émotions, y compris notre conscience. Enfin bref, toutes nos fonctions cognitives, et ça ne doit pas nous surprendre, en fait. C'est là que tu as abordé le fait que, du coup, de manière autonome, il y a des assistants, des agents qui vont être capables de réaliser des actions, qui vont communiquer entre eux. Oui. Justement, c'est cette logique de plusieurs assistants, agents qui communiquent entre eux. En fait, d'où elle vient exactement, puisque il pourrait y avoir un seul agent qui fonctionne et qui réalise lui-même plein de tâches, comme on a pu parfois l'imaginer en amont, par exemple, avec... c'était pas des agents, mais Siri, par exemple, quand on demandait... Ou le film Heure. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'avant, on était plutôt dans une logique que un seul outil est capable de réaliser énormément de tâches. Là, dont tu parles, c'est plutôt une fragmentation des tâches en sous-tâches. Ouais. Alors en fait, je pense que c'est un faux sujet parce que c'est plus qu'une histoire d'interface. Moi, je pense qu'on aura un seul assistant intelligent unique avec lequel on va interagir tout le temps, comme dans le film Heure ou HAL dans l'Odyssée de l'espace. Enfin bref, cet assistant qu'on a dans toute la science-fiction qui parle d'IA. Mais en arrière-plan, ce sera cet écosystème d'assistants intelligents qui interagissent les uns avec les autres. Et moi, j'ai même une autre analyse là-dessus. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on devait peut-être être en 2017, il y avait eu une de la presse qui disait deux intelligences artificielles ont créé leur propre langage et les humains n'arrivent pas à le comprendre. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. En fait, c'était de la cryptographie. On avait demandé à deux agents de communiquer l'un avec l'autre et on avait mis un agent au milieu dont le but, c'était d'essayer de craquer le message. Et donc, par définition, les deux agents ont complexifié leur cryptographie pour communiquer et l'agent au milieu n'a fini par pu être capable de comprendre ce qui se disait. Ils ont inventé leur propre langage, mais c'était un langage de cryptographie. Et bien, ce que je crois, c'est qu'il va se passer exactement la même chose avec les agents intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a créé des agents capables, par exemple, je le disais, d'utiliser ton ordinateur et tes logiciels. Comment ils ont fait ? On leur a filé des screenshots d'un humain en train de l'utiliser et par essai-erreur, comme avec ChatGPT qui suggère le mot suivant, ils ont appris à utiliser un ordinateur, un logiciel, à faire des tâches de ce qu'on fait avec nos logiciels. Sauf que ça, c'est pas efficace du tout. Quand on utilise un ordinateur, on fait une séquence de tâches pour arriver à un résultat. Mais si on prend la logique de mes deux assistants qui communiquent entre eux, qui complexifient leur truc, en fait, on peut se dire que au début, ils vont nous imiter lorsqu'on utilise un ordinateur, c'est-à-dire faire toutes ces tâches qui servent à rien, mais ensuite, ils vont peut-être optimiser tout ça, compresser toutes ces tâches, supprimer toutes celles qui sont inutiles, et ensuite inventer comme un nouveau langage, mais plutôt un protocole pour déclencher une action qui génère un résultat, parce que c'est que du code, c'est que du logiciel, qui est le résultat final. Et ensuite, moi, ce que j'imagine, c'est une grosse APIisation de tous les agents, tous les softwares, où les IA vont pouvoir générer du code, déclencher des actions dans d'autres agents, générer du code dans d'autres agents. En gros, avoir un espèce de code qui se déroule, qui invente son propre protocole avec des actions qui se déclenchent d'agent à agent. Mais
nous, on verra rien de tout ça. On aura une interface unique. Alors peut-être qu'on aura 2, 3 agents, un pour le travail, un pour la maison. Moi, je pense plutôt qu'on en aura qu'un seul et qui saura faire la différence entre tout le reste. Mais en arrière-plan, tout un écosystème, comme l'a dit Sam Altman, avec des millions d'agents intelligents à notre service, qui interagissent avec d'autres millions d'agents intelligents, qui créent leur propre protocole de communication, comme TCP/IP, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus complexe, qui génère son code. Et ensuite, toutes les tâches à haute valeur ajoutée faites par ces agents en arrière-plan pour nous. Ok. Ouais, c'est... Tu vois l'idée ? Ouais, c'est très intéressant cette logique d'apéisation en fait de nous ce que l'on connaît. Oui. Parce que c'est vrai qu'en tant que utilisateur, on a l'habitude de se connecter à une interface, d'aller sur une interface, de voir, de cliquer. Et d'ailleurs, à ce propos, la nouvelle fonctionnalité, donc Computer Use d'Anthropic, de Claude, qui montre en fait qu'une IA est capable de faire le même comportement qu'un humain. Oui. Est-ce que c'est pas un aspect plus marketing pour montrer à quel point l'IA est capable, avec ses capacités de vision, de comprendre l'interface, mais en fait, en réalité, aujourd'hui, elle pourrait utiliser sur le site l'API en général pour réaliser des actions. Comme nous, en fait, il y a souvent une API pour, je sais pas, on va créer un document sur un outil sur Google Doc, on a une API pour créer un document, et donc la machine pourrait déjà le faire. Enfin, est-ce que du coup, s'il n'y a pas un petit peu ce jeu un peu marketing des entreprises actuellement pour montrer ce qu'il est possible de faire et ça... Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a effectivement le côté, alors plutôt marketing, je dirais plutôt pédagogique, éducation, pour dire aux gens, mais regardez, en fait, tout ce que vous faites au travail, une IA peut le faire aujourd'hui. Alors, tu as parlé des cols blancs que l'IA allait remplacer tout à l'heure, mais en vérité, la plupart des cols blancs, alors je sais que c'est encore polémique et tabou de dire ça, mais la plupart des cols blancs, ils n'utilisent pas beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup de process, il y a beaucoup d'automatisme. Même chez les humains, on utilise peu notre intelligence parce que ça coûte beaucoup d'énergie. Donc déjà, il y a toute cette phase pédagogique. Regardez, ça va tout automatiser ce que vous faites au travail. C'est la suite des RPA, en fait, qu'on faisait, qui automatisaient des process, parce que tout ce qu'on fait, c'est des process, plus ou moins dynamiques. Mais ensuite, il y a surtout une phase, je pense, entre guillemets, nécessaire et obligatoire pour aller vers des instructions entre agents plus efficaces. En gros, on est obligé de passer par du non efficace, comme un débutant dans une discipline, et ensuite, le professionnel, tu sais, qui élimine tous les gestes inutiles, etc. L'IA va optimiser, compresser, pour refaire de l'APIisation. Parce qu'en fait, si on fait des API entre programmeurs, c'est parce qu'on a vu l'intérêt justement de déclencher du code d'une appli à une autre. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de le faire à la main et de décider des fonctionnalités une par une. Là, l'idée, ce serait qu'on entre dans un monde beaucoup plus dynamique où tu dis à la machine, ton objectif, c'est de déclencher telle action dans tel autre agent. Mettez-vous d'accord et puis générez votre propre code pour créer vos propres API. Mais en fait, ça revient, si tu pousses la logique et la compression à l'extrême de ce truc-là, ça revient à essayer de générer automatiquement des API entre agents, de faire qu'ils se parlent entre eux avec du code qui déclenche des actions, et donc à créer un nouveau protocole, mais pas comme TCP/IP, mais avec beaucoup plus de dynamique, si tu veux, où il y a une espèce de cognition, de dynamisme qui utilise de la data et qui le rend beaucoup plus flexible. Ok, ouais. Je vois, c'est marrant, en fait, cette logique que tu mentionnes, de pas forcément être... que c'est pas forcément le meilleur chemin au début de communication. Puis en fait, après, on y arrive. Oui. Ça me fait penser un petit peu... c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on utilise l'IA, on va commencer à l'utiliser sur ChatGPT. C'est pas du coup, sur l'interface directement, c'est pas la meilleure manière d'exploiter l'IA. Mais en fait, ça nous permet... d'y aller progressivement. Après, on va créer son propre petit assistant, son GPTs ou sur l'interface. Après, on va sortir de l'interface et en fait, on va y aller progressivement pour arriver aux agents. Mais directement, ce jeu, commencer par les agents IA, il y a parfois, moi en tout cas, je peux le voir, on cherche à créer son propre agent directement. En fait, c'est un petit peu trop tôt. Il faut passer par cette étape. Une machine saura le faire. Ok, et donc ça c'est ton point de vue, c'est que il faut accepter d'y aller, d'avoir de la friction au début, avant d'atteindre l'objectif, le résultat avant qu'elle trouve un optimum beaucoup plus, qui soit la compression max de ce qu'une action doit engendrer avec le minimum de code, etc. Mais en fait, moi je pense que c'est nécessaire dans tous les systèmes d'apprentissage. On a même découvert ça sur le cerveau humain. C'est que, en gros, quand tu es enfant jusqu'à l'adolescence, je ne sais pas si tu sais, mais en gros, on crée énormément de connexions neuronales. On apprend de tous les côtés, on absorbe, on est des éponges, si tu veux. Et après l'adolescence, on a une phase qu'on appelle, alors je ne sais pas trop comment dire en français, on appelle ça le pruning en anglais, où tous les réseaux de neurones que tu n'utilises pas vont se décabler. Pour laisser uniquement les réseaux avec
un fonctionnement optimal de ce que tu utilises le plus et de ce qui t'est utile. Donc en matière de fonctionnement énergétique, on décable tout ce qui n'est pas utile. Ça ressemble un petit peu à ça. En gros, tu as une attaque, enfin tu utilises un système un peu grossier et ensuite tu l'optimises en supprimant ce qui est inutile. Ça me fait penser un petit peu à ça. Les humains sont inutiles dans leurs tâches au travail. On a eu rien de mieux jusqu'à aujourd'hui que de les faire travailler en utilisant des logiciels. Et on s'est rendu compte que les machines peuvent le faire, mais en court-circuitant énormément d'étapes. Mais tu sais, c'est valable pour plein de systèmes. Le langage, par exemple. Tu as des gens avec qui, lorsque tu t'exprimes, tu es obligé d'utiliser beaucoup de détails, beaucoup de propositions, beaucoup de connecteurs logiques entre tes arguments pour faire un raisonnement très complet. Et il y a des gens avec qui tu peux interagir et passer autant d'informations, mais avec 3 mots-clés. Ils vont faire le raisonnement eux-mêmes. Tu vois, tu as une compression max de l'information. Je te parlais de Laurent Alexandre, mon ami, qui a beaucoup travaillé sur l'IA, justement, qui était parmi les pionniers à avoir des raisonnements là-dessus. Il est un peu comme ça. Hein. Tu peux échanger avec lui sur WhatsApp, tu lui dis 3 mots sur un sujet, il a fait les liens, justement, de tout le raisonnement que tu aurais fait en 15 phrases, tu vois. Okay. C'est de la compression extrême, de la pertinence extrême. Je pense que les machines vont aller vers ça. Ok, il a connect the dots, comme dirait Steve Jobs. Exactement, ouais. Exactement. Un moment sur les agents IA, tu parlais d'automatisation, d'autonomie aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a... J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, cette phrase qui est, je trouve, intéressante, d'automatiser l'automatisation. Ah ben oui. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on a essayé de plus en plus dans l'entreprise, tu l'as dit, mettre des process, automatiser les process, plutôt des process qui étaient déterministes avec des « si on fait ça, alors c'est ça, sinon on va faire ça ». Demain, c'est l'automatisation de ces process déterministes et pour les transformer en des process probabilistes. Oui. Comme les humains. Comme les humains, exactement. Où c'est, en fait... Tu dis exactement, mais c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Le fait que le cerveau est bayésien et que toutes nos décisions sont des grosses probabilités en fonction des informations que tu as à ta disposition, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens, tu leur dis ça, ils sont furieux. Non. Ok, donc toi, cette automatisation de l'automatisation, j'irais même plus loin que ça. C'est que là, tu parles, en gros, donc avant, tu avais tes process, tu les codais. Là, tu as des process et tu automatises l'efficacité de tes process. Mais l'étape d'après, c'est qu'en fait, l'IA te dit directement quels sont tes process les plus utiles et ensuite qu'elle les automatise. Elle trouve les process pour toi. Et là, tu ne sers plus à rien. Ok. Et justement, sur... Et encore une étape, c'est là, elle automatise les process pour atteindre ton objectif. Mais l'étape d'après, c'est elle te dit, mais en fait, ton objectif, c'est pas ça, c'est celui-là. Donc, elle te trouve ton objectif, qui n'était pas celui que tu avais au départ, les process pour y aller, et ensuite, elle les automatise. Donc, en effet, si t'as pas de données à lui partager, entrantes d'instructions à lui donner, à quoi, du coup, là, c'est un petit peu la transition vers nous, la nature du travail qui change. Nous, en tant qu'être humain, sur cette évolution, quel est notre rôle ? Comment tu vois un petit peu déjà l'évolution pour y aller progressivement, qui est en train de se créer actuellement dans les entreprises Alors moi je vois ça en fait de manière assez simple et naturelle. Ce que je comprends, comme je te disais, c'est que je pense que les humains sont paresseux par nature et cherchent à faire les choses de manière la plus efficace, facile, sans se prendre la tête. Donc qui vont commencer à utiliser des outils simples comme ChatGPT et que naturellement ils vont faire émerger des cas d'usage les plus pratiques au quotidien. Alors c'est les cas d'usage que tout le monde connaît. Au début c'est rédiger des mails, c'est manipuler leurs données sur Excel, leur faire des belles presse. Mais progressivement les IA vont faire de plus en plus de choses. La question c'est qu'est-ce qui reste au travail des humains ? Parce qu'un humain au travail c'est des tâches. Et c'est un cerveau humain qui sait coordonner ses tâches pour atteindre un objectif. Ce pourquoi il est payé. Et ce que je crois, c'est qu'en fait, ça va se faire... alors moi, je raisonne comme un économiste, dans toutes mes analyses, ça va se faire entre court terme, moyen terme, long terme. Court terme, on automatise les tâches, comme on dit, sans valeur ajoutée, mais ça, c'est extrêmement temporaire. C'est juste la suite de l'informatique classique. Très vite, les gens vont se rendre compte qu'en fait, ça peut aller sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et là, ça commence à les challenger. C'est par exemple trouver des arguments pour une réunion, des arguments commerciaux, pour une négociation. Ça, c'était accessible qu'aux cerveaux les plus intelligents, formés, éduqués, qui avaient accès à la connaissance, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière, hein, c'est accessible à tout le monde. Et l'étape d'après, c'est ce qu'on était en train de discuter, c'est des IA qui interagissent entre elles et qui créent la valeur pour nous. Ma thèse, en fait, c'est si nous sommes des algorithmes, les humains,
Et c'est ce que je dis dans mes conférences depuis une dizaine d'années, et ce que je crois vraiment. Moi, quand je vois des humains interagir, je vois des algorithmes qui se déroulent. Hein. Je dis souvent, regardez les enfants, c'est des algorithmes en cours de paramétrage. C'est pas réducteur. Hein. Ou si vous voulez, regardez les animaux. Si tu prends un chien, c'est un algorithme avec un certain nombre de commandes. Tu lui donnes des commandes et tu l'éduques sur ces commandes. Il en a quelques-unes, pas plus. Mais c'est pareil, c'est un algorithme que tu peux paramétrer pour faire des choses. Bah, nous, on a beaucoup plus de flexibilité. Quand on est adulte, on ne se rend pas compte parce que c'est plus subtil sur les adultes, mais quand on regarde des enfants, on voit bien que c'est des algorithmes assez bruts en cours de paramétrage. Ça devient plus subtil par essai et erreur, encore une fois, en vieillissant, en ayant de l'expérience dans un job, mais c'est des algorithmes. Et ben, si on pense que nous sommes des algorithmes complexes pour atteindre un objectif qui est de survivre, c'est une lecture très biologie évolutionniste, hein, alors il y a lieu de penser que les IA, puisqu'elles sont aussi entraînées par essai-erreur avec ce master algorithme de la nature, le darwinisme, eh ben, elles pourraient progressivement faire tout ce qu'on fait au travail. Il n'y a pas de limite à ça. Hein. Je te dis, moi, je suis bluffé de voir que les gens sont toujours surpris à chaque fois que l'IA atteint un nouvel achievement. On se dit, mais en fait, c'est juste la suite. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hallucinations, par exemple, sur ChatGPT, enfin beaucoup, de moins en moins, et les gens restent bloqués là-dessus. Mais les chercheurs, ils ont compris que c'était un sujet, ils sont en train de l'attaquer, et il y en a de moins en moins, et bientôt ce sujet il sera clos. Ouais. Ben, après, par exemple. Pour faire un peu l'avocat du diable là-dessus, c'est vrai que les hallucinations, bon, il y en a de moins en moins. Ça dépend forcément aussi des informations qui sont communiquées. Il y a quand même une importance des mots comme les enfants. Comme les enfants. Mais il y a aussi un point où il y a aussi un peu un plateau de performance. C'est-à-dire que on a vu l'évolution entre GPT 3.5, GPT 4, 4O, et après il y a d'autres modèles on nous a sorti d'autres modèles comme O1 avec des capacités de raisonnement. Est-ce qu'on atteint vraiment un plateau où selon toi c'est passager et en fait c'est une étape nécessaire pour débloquer et corriger par exemple l'hallucination, les données aussi qui sont utilisées pour entraîner les modèles, parce qu'il y a un vrai challenge d'avoir de la donnée de qualité. Est-ce que c'est qu'une question de taille des données ou pas ? C'est un débat que j'ai eu avec Gilles Babinet il y a quelques jours, avec qui on échange depuis plusieurs années sur ces sujets, parce que lui me disait, tout le monde dit qu'on atteint un plateau sur les LLM, et c'est ce qu'on lit aussi beaucoup dans la presse tech aux US. Alors déjà, tu as des gens qui sont pas d'accord avec ça, hein. Le patron d'Anthropic disait probablement pas, le patron d'NVIDIA aussi, alors chacun est conflicté, chacun a ses intérêts, etc. Moi j'aime bien la réponse d'Eric Schmidt, l'ancien patron d'Alphabet, il a dit ça dans un podcast, lui il expliquait... En fait, on se rend compte qu'il y a aussi des hallucinations parce que les IA, quand on leur rentre beaucoup de données, elles sont très bonnes pour synthétiser le début et la fin, mais elles oublient une grosse partie du milieu du bloc sur les données d'entraînement, mais aussi sur le prompt lorsqu'il est monstrueux, comme les humains. Et en fait, l'idée, c'est de dire, mais en fait, si on arrive à faire traiter aussi tout ce qu'il y a au milieu, peut-être qu'on diminuera ces hallucinations. Après, il faut dire un truc aussi, c'est que c'est par rapport à quoi est-ce qu'on mesure la qualité des modèles ? Parce que souvent on dit, la référence c'est de dire en ce moment, on essaie de faire des intelligences artificielles de niveau humain. Ouais. Mais ça, à mon avis, on se trompe de question parce que les IA pulvérisent déjà les humains sur plein de trucs. Hein. Je te disais, on citait l'exemple qu'on cite toujours sur la détection de cancer. Les IA, elles détectent mieux les cancers sur des images médicales et maintenant sur le diagnostic que les humains. Donc déjà, elles sont meilleures que les humains. Quand on dit de niveau humain, ce qu'on veut dire en fait... Je pense qu'on parle d'efficacité. Mais à mon avis, c'est un faux sujet. Parce que regarde, tout le temps, on dit, depuis une dizaine d'années, depuis qu'on parle de ces modèles, on dit les IA ne sont pas efficaces parce qu'un enfant, tu lui montres un chat 2 fois, il a reconnu un chat, un algo d'IA, il lui faut des millions de photos de chat pour reconnaître le chat. Oui, mais la différence, c'est que l'algo de l'enfant, l'algo de l'humain, il n'est pas entraîné pour être ultra efficace sur sa reconnaissance, enfin ultra ne pas se tromper, il est simplement entraîné pour être suffisamment bon pour survivre. Autrement dit, si il se trompe pas trop que c'est un chat, mais que il fait quand même la différence avec un tigre, ça suffit pour survivre. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ce type d'algorithme, si tu veux l'entraîner à détecter des cancers sur de l'image médicale, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que si c'est une machine qui le fait avec des millions d'exemples. L'humain ne le verra pas, la machine le verra. Mais à l'inverse, si c'est des choses simples, la machine sera moins bonne. Parce qu'en fait, on n'est pas optimisé pour l'intelligence, on est optimisé pour la survie. Ouais. Donc on a besoin d'un algo efficace en termes d'énergie, il faut réagir tout de suite, mais qui ne soit pas forcément le meilleur en termes de performance.
Tu as le droit de te tromper, d'avoir des faux positifs, de surréagir, parce que ça sauve ta vie. La machine, tu lui demandes pas la même chose. Tu lui demandes pas d'être efficiente, pardon, en fait, c'est plutôt efficiente le terme. Tu lui demandes juste d'être juste, de pas se tromper. Et donc déjà, on se fait pulvériser. Et le deuxième sujet, c'est coordonner toutes nos fonctions cognitives pour faire des choses avec de plus en plus d'autonomie. Et ça, on est en train d'y arriver. Donc moi, je fais partie des optimistes. Le vrai sujet, c'est est-ce que les LLM suffisent pour aller vers cette autonomie ou pas. Yann Lequin, par exemple, dit depuis 10 ans, depuis que les Transformers sont sortis, que non. Il est en train d'infléchir un peu sa position. Moi, je connais des gens chez Meta, au laboratoire d'intelligence artificielle de Paris, qui me disent non, les LLM pourraient suffire à atteindre l'intelligence artificielle générale humaine. Je ne sais pas, honnêtement. Mais je pense en tout cas qu'on va aller vers l'intelligence artificielle générale, quoi qu'il arrive, et que c'est une bonne nouvelle. Ok. Tu as soulevé un point intéressant sur l'aspect des... en fait, c'est vrai, de comment évaluer la performance des modèles d'IA, des LLM. Oui. Souvent, on parle... dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, que ce soit GPT, Claude, Mistral, Meta, le premier réflexe sur ces entreprises, c'est benchmark. C'est de partager les résultats de performance sur les benchmarks les plus, enfin, on va dire des benchmarks standards dans certains domaines de programmation, etc. Toi, et du coup, après aussi, souvent de comparer par rapport au niveau de l'intelligence humaine. Toi, ton point derrière, c'est de soulever qu'aujourd'hui, les benchmarks sont pas forcément, actuellement, qui sont partagés, sont pas forcément adaptés pour juger de l'évolution des modèles. Et c'est pour ça aussi qu'on peut estimer qu'il y a un plateau, parce qu'en termes d'un rapport d'une base, sur une base 100, on va avoir 80, 85, mais en fait, il y a des vraies améliorations qui sont faites que nous, on a peut-être du mal à percevoir par rapport à nos benchmarks, c'est ça ? En fait, le seul intérêt des benchmarks, mais comme toujours, c'est de comparer les modèles entre eux. Mais l'intérêt, ce serait de le comparer à notre intelligence à nous. Et là, à mon avis, on est en train de se tromper. Il va falloir les remettre à jour en permanence, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un modèle qui est bon, qui ne se trompe pas en termes probabilistes, ou est-ce qu'on veut un modèle efficient, comme je le disais, comme le cerveau humain ? Et moi, ma conviction, c'est que non, on ne doit pas faire des modèles comme le cerveau humain, on doit en faire de meilleurs. C'est-à-dire qui bouffent plus de données, mais dont l'intérêt, c'est pas de survivre comme nous et d'être efficient et d'avoir raison en moyenne, c'est d'avoir raison tout le temps. On veut que ça pilote mieux un avion qu'un humain. On veut que ça détecte mieux un cancer qu'un médecin. Que ça fasse pas d'erreur. C'est le seul enjeu. Ouais. Il y a un sujet qui est partagé aussi, c'est que tu parlais des données et tu mentionnais, c'est Eric Schmidt, si les modèles ont la capacité de bien traiter les données au milieu, mais il y a des données qui sont partagées au modèle qui sont incorrectes parce que ils ont récupéré des données qui sont sur Internet. Nous, on a partagé des données sur Internet qui étaient incorrectes, qui étaient fausses. Les modèles, aujourd'hui, n'arrivent pas à distinguer les données correctes et les données incorrectes. Comment, toi, tu vois ça Alors ça, c'est un très gros problème. Parce que c'est la même chose chez les humains. Si tu enfermes un groupe d'humains et que tu lui mets une idéologie complètement fausse sur l'histoire, sur tout ce que tu veux, tu es capable de le manipuler et tu l'as entraîné avec son environnement de données, sa morale, sa culture, son machin, etc. T'en fais ce que tu veux parce qu'il a été entraîné avec les données que tu lui auras donné à manger. C'est la même chose avec les modèles. Et moi, je pense que c'est un immense problème. Et il faudrait d'ailleurs que des IA puissent essayer de voir le vrai du faux dans les données parce que, notamment en sciences, on est en train de se rendre compte, ça fait quelques années maintenant, qu'il y a énormément de papiers scientifiques avec lesquels on entraîne ces IA en ce moment, qui sont faux, qui sont littéralement de la fraude, avec des fausses données, des fausses conclusions, des faux raisonnements, vraiment des papiers frauduleux. Et du coup, on est en train de se rendre compte qu'il va falloir nettoyer tout ça si on veut entraîner des modèles correctement, notamment pour la science, mais pas que. Et ça, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Tu as des gens qui te parlent de données synthétiques, qui se rapprochent de la vérité pour donner un peu de volume statistique au modèle, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. C'est un vrai problème, ça. Les IA ont des biais. Oui. Parce que justement, ces données-là, ça vient de notre Internet, de notre partage d'informations. Et c'est un peu comme si on façonnait les IA par rapport à un monde, une perception du monde qui a été partagée par les humains qui utilisaient le plus Internet. Là-dessus, c'est quoi ton regard ? Et derrière aussi, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une
Une connaissance objective. Voilà, neutre un peu. Alors en philosophie, cette question, elle n'est pas tranchée. Mais alors en sciences, normalement, ça on sait faire. Ça s'appelle faire des tirages aléatoires, faire des tirages en double aveugle, prendre des échantillons complètement aléatoires. Le problème, comme tu dis, c'est que ces données, elles sont entraînées sur du non aléatoire avec des biais de tous les côtés, donc forcément, tu les renforces. Et puis en plus de ça, chaque programmeur rajoute sa couche idéologique, volontaire ou pas. Ouais. Moi, je pense que ce problème, il est important en sciences, mais sur les modèles qu'on va utiliser au quotidien, à part sur des cas très spécifiques, conduire des voitures, etc., je pense qu'on aura le choix entre les modèles et on devra choisir entre nos différents biais. De la même manière que tu choisis la presse que tu lis en fonction des biais idéologiques. Ça n'existe pas, la neutralité chez les humains. Alors sur les biais, il y a un livre que vous devez absolument lire si ça vous intéresse. C'est Algorithms, Weapons of Mass Destruction, quelque chose comme ça, de Cathy O'Neill, aux États-Unis. Elle a tout dit sur les biais. D'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'en France, tous les gens qui s'expriment sur les biais, en fait, ils reprennent tout ce qu'il y a dans son livre et personne ne s'en est rendu compte. Et c'est vraiment la référence aux États-Unis. Elle a écrit un livre qui était, alors je l'ai lu il y a quelques temps maintenant, mais qui était vraiment passionnant et il aborde vraiment tous les enjeux sur les biais. Ok. Très cool, je le mettrai dans la description, bien sûr. Pour essayer de revenir un petit peu sur l'impact de l'IA au travail, l'impact, il n'est pas à nier. Déjà, ça, c'est pas neutre. Tu sais, quand tu écoutes aujourd'hui le monde corporate, le monde business, en France, mais pas que, ils sont tous en train de te dire l'IA va pas détruire de job. Ils disent ça va transformer l'emploi, ça va monter la productivité. Et comme je le disais tout à l'heure, celui qui n'utilise pas l'IA sera remplacé par celui qui utilise l'IA pour encourager tout le monde. Personne ne dit que ça va détruire l'emploi. Ouais, alors c'est vrai que moi, j'ai pas partagé le fait que ça allait détruire l'emploi. J'ai partagé le fait que tout le monde est d'accord qu'il va y avoir un impact. Qu'il soit positif ou négatif. Sur la productivité, c'est ça qu'ils disent. Ouais, c'est vrai, plutôt sur la productivité. Toi, tu as des convictions fortes sur l'impact au travail pour l'emploi. Est-ce que tu peux nous partager tes éléments et comment tu es arrivé à cette réflexion? Alors, ma première conviction, c'est que l'IA, parce que la productivité, tu sais, c'est deux choses. Ça peut être deux choses en économie. C'est soit à travail constant, tu crées plus de valeur, soit à valeur produite équivalente, tu utilises moins de travail. C'est pas la même chose. Parce que dans un cas, ça veut dire en gros, tu optimises tes coûts. Ça veut dire que tu ronges un petit peu ton fonctionnement organisationnel, tes process, etc. Et tu récupères de la valeur enfouie, mais qui est très faible. Et dans l'autre cas, celui où à travail équivalent, tu produis plus, c'est de la création de valeur. Et celle-là est beaucoup plus puissante. Je crois qu'on va commencer par aller optimiser les coûts, donc récupérer un petit peu de valeur partout, et ensuite créer massivement de la valeur jusqu'à ce que l'IA le fasse par elle-même. Concrètement, à très court terme, je pense que ça veut dire qu'on a besoin de moins en moins de staff dans les organisations. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est le modèle de toutes les boîtes de services du numérique moderne, c'est qu'on va avoir des boîtes avec un chiffre d'affaires énorme, des très grosses boîtes avec de moins en moins de people, de moins en moins de staff, mais de plus en plus de technologie. Tu sais, Sam Altman, il a déclaré dans un podcast il y a quelques jours qu'une organisation efficace, c'est maximum 120 personnes aujourd'hui. Sinon, tu es obligé de splitter, de faire de diviser ça en plusieurs sous-organisations qui réagissent comme des clients fournisseurs. Okay. Donc 120 personnes maximum. Mais l'étape d'après, c'est de continuer à baisser ce nombre et d'aller jusqu'à un jour avoir une seule personne avec son armée d'agents intelligents qui fonctionnent comme des employés en fait. Sam Altman a dit la même chose. Et donc je pense que ça va se faire progressivement. Moi, ma thèse depuis mon bouquin, depuis une dizaine d'années, c'est que le salariat va disparaître parce qu'il est plus adapté à notre époque. Alors ça, c'était les thèses de Ronald Coase qui ont expliqué le salariat. Tu vas dans une entreprise parce que et t'as ton salaire parce que c'est plus efficace que tu sois là avec un lien de subordination que d'aller chercher contractuellement des artisans un par un, etc. Là, en fait, on entre dans une étape où c'est l'inverse. C'est plus intéressant financièrement parlant de te mettre à ton compte, de vendre ta valeur ajoutée, parce qu'en fait, quand on travaille, on vend sa valeur ajoutée en utilisant les technologies, dont l'IA, qui est une commodité, qui n'a plus de barrière à l'entrée là-dessus, et de facturer et de récupérer la marge que ton employeur faisait lorsque tu étais salarié et qui est ensuite servi à payer des process, etc. Et donc, je pense qu'on va aller vers cet éclatement où les gens vont être de plus en plus travailleurs à leur compte, vendre directement sur le marché. En gros, chacun va être obligé d'avoir de la valeur ajoutée, l'inverse du monde d'aujourd'hui. Où moi, un de mes gros thèmes depuis quelques années, c'est de dire qu'en fait, les organisations sont remplies de gens qui ne servent à rien en termes de valeur ajoutée. On appelle ça les bullshit jobs. David Graeber appelle ça les bullshit jobs. C'est un tabou absolu en France. Personne ne veut adresser ce sujet, alors que tout le monde sait qu'il existe. Tu vas
Si tu prends par exemple les banques assurances en France, tu as des postes, c'est pas des doublons, hein, c'est des gens littéralement qui ont le même poste fois 10 et qui travaillent 1 heure par jour. Hein. Et je n'exagère pas en disant ça. Ouais. Et quand tu regardes après la structure actionnariale, tu te dis mais pourquoi les actionnaires ils disent rien? Mais en fait c'est tellement une structure actionnariale éclatée qu'en fait ils se mettent pas d'accord et ils disent pas en fait le sujet c'est les bullshit jobs quoi. Ok. Tu as partagé plein d'éléments hyper intéressants. Tu as parlé du coup des bullshit jobs, tu as parlé de personnes qui se mettent à leur compte et la fin du salariat. Il y a une destruction créatrice. Oui. Pour reprendre les termes de Schumpeter par exemple, du coup, c'est ce qui veut dire qu'il va y avoir une phase de destruction et donc de licenciement dans les entreprises, de restructuration. On peut appeler une phase de dépression. Et puis après, normalement, il y a une phase d'expansion qui arrive, de croissance, de création d'emplois. Toi, tu estimes que cette phase de création de nouvel emploi, il va être beaucoup plus faible que la phase de destruction. C'est un peu... C'est différent. C'est que effectivement, Schumpeter te dit la destruction créatrice, c'est plus général que ça. C'est tu détruis un paradigme ou un secteur industriel parce qu'il devient obsolète. Plein de raisons, hein. Soit tu n'as plus besoin d'acheter les produits, soit tu as une nouvelle technologie, soit tu as besoin de monde, etc. Mais tu en as un autre qui naît en face et qui prend la suite, qui le remplace, enfin bref, tu fais pousser autre chose à côté. Là, dans l'ancien monde, quand on détruisait un secteur et qu'on en recréait un, en gros, on transférait les emplois. Ça se faisait sur une génération ou plus, il fallait former aux nouveaux jobs, c'est la révolution industrielle, ensuite vers la finance, les services, etc. Là, ce qui risque de se passer, c'est une destruction massive d'emplois de l'ancien monde. Alors pour moi, c'est principalement les cadres qui, entre guillemets, ne créent pas de valeur dans les grands groupes. C'est ça le gros problème, c'est ça l'ancien monde en fait. Pas tous. Hein. Quand je dis ça, on me dit, tu dis que tous les cadres disent ça. Non, tous les cadres, une bonne partie de certains cadres, beaucoup plus représentés dans certains secteurs, ne créent pas de valeur et ont ces fameux bullshit jobs que tout le monde connaît en off. Hein. Ils sont très hypocrites de ne pas le dire publiquement, mais tout le monde sait de qui on parle. Et je pense que ces gens-là, déjà, ils sont très substituables entre eux. Hein. C'est devenu très compliqué pour les cadres en entreprise aujourd'hui parce qu'on en a tellement formé. Tu le vois d'ailleurs, il y a une pression à la baisse sur les salaires qui sont très faibles, notamment en France à cause de ça. Et donc, ces gens-là vont être en danger et risquent de perdre leur job. Mais à l'inverse, c'est que le secteur qui risque de prendre le relais en création de valeur, c'est peut-être le capital qui va créer la valeur. C'est peut-être les algorithmes eux-mêmes, c'est peut-être les technologies. Donc, ça veut dire qu'en fait, le nouveau secteur, il ne sera pas forcément humain. C'est des machines qui créent la valeur. Tu vois, parce qu'on détruit des secteurs anciens avec trop de people et on en fait pousser d'autres qui créent énormément de valeur avec moins de monde. Transfert vers la machine. Mais ça, il y a un nouveau, hein, quand on regarde les pondérations, tu sais, en économie, la création de richesse, c'est du capital, donc des machines, des infrastructures, des algorithmes, si tu veux, tout ce qui est outils, et des humains, du travail, des humains qui font fonctionner le capital. Mais depuis la révolution industrielle, la pondération du travail baisse dans le PIB, le poids. Et là, on est peut-être en train de mettre des poids exponentiels sur le capital qui va créer toute la valeur. Alors oui, ça a des effets bizarres. Hein. Par exemple, moi, la question à laquelle je ne sais pas répondre aujourd'hui, et c'est ma formation économiste, tous ces modèles, je les ai fait en long, en large et en travers, hein, c'est dans une économie où tu as une création massive de valeur par l'IA, c'est ce qui va se passer, hein, c'est absolument certain, et qu'au passage, l'IA commoditise, donc fait baisser les coûts de tout ce qu'on produit. Ouais. C'est quand tu es une entreprise, où est-ce que tu fais de la marge? Parce qu'en fait, ça veut dire que tu n'as plus aucune barrière à l'entrée. N'importe qui peut utiliser l'IA pour créer n'importe quelle boîte, n'importe quel produit, n'importe quel service. Et du coup, dans ces marchés-là, quand il n'y a plus de barrière à l'entrée, la concurrence à produit équivalent, elle se fait sur les coûts. Donc, elle se fait sur les prix, pardon. Si tu tires les coûts à la baisse et qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, elle se fait sur les prix. Et donc, tu as une pression concurrentielle qui tire les prix vers leur coût de production, qui lui aussi tend vers zéro, à coût marginal. Et du coup, la question, c'est comment tu marges là-dessus, en fait? On appelle ça des marchés de concurrence pure et parfaite, et il n'y a plus de profit possible. Et que devient le capitalisme dans ce monde-là? Et pourtant, c'est un vrai libéral, hein, je crois au capitalisme, qui se pose la question là-dessus. Et j'ai pas la réponse. Quand tu dis comment tu marges, c'est aussi de savoir, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que tu apportes comme valeur en plus de... Et que le marché accepte de payer. Ah ouais. Sauf que là, si tu n'as plus de barrière à l'entrée, que c'est la machine, l'algorithme qui crée la valeur, que tous tes concurrents ont la même technologie, qui peuvent vendre le même produit aussi bien, avec toutes les fonctionnalités, le même que toi, mais le vendre 1 euro de moins, le concurrent en face va répliquer 1 euro de moins, 1 euro de moins, 1 euro de moins. Alors je ne sais plus si c'est Cournot ou Bertrand en économie, concurrence par les prix ou par les volumes, à checker, mais tu arrives sur le coût de production et donc tu n'as plus de profit possible en fait. Ok.
T'as des marchés comme ça où il n'y a plus de marge possible. Et du coup, la solution en économie, ce que disait Robert Solow, c'est qu'en gros, il faut rajouter de l'innovation pour créer de la valeur en plus qui te différencie en tant qu'entreprise et qui fait que tu as le droit de marger un peu plus que tes concurrents qui, eux, n'ont pas innové de cette manière-là. Mais si c'est l'IA qui innove et que ça se diffuse dans toutes les autres organisations, c'est plus un facteur différenciant. Alors, tu as peut-être des trucs un peu différenciants, comme par exemple une marque qui a une histoire, qui a un prestige. Si tu achètes cette marque et pas telle autre, c'est un pouvoir, par exemple. Alors, tu as des petits trucs qui vont encore subsister comme ça, mais vraiment, la question, c'est sur tous les autres produits et services qui risquent de devenir des produits substituables sans marge, à coût de production quasi nul. À quoi vont ressembler ces marchés-là, quoi ? Quels sont les marchés où il y aura encore de la marge ? Ouais. Après, peut-être aussi le facteur humain peut apporter de la marge. Je vois pas trop comment, en fait. Quand je parle de facteur humain lui-même, c'est-à-dire en apportant de l'humain dans une organisation pour... Alors, t'as raison de parler de ça parce que c'était une erreur de mon livre. Ok. Quand j'ai écrit mon livre, ma thèse, c'était de dire, en fait, on va transférer toute l'expertise à l'algorithme parce qu'il sera meilleur que nous. C'est ce qu'on a dit en médecine, en droit, en ce que tu veux. D'ailleurs, les avocats, on pourra en parler parce ils ont beaucoup de mal avec cette idée. Donc, on donne l'expertise aux algorithmes et il reste à l'humain au travail toutes les fonctions humaines du travail, c'est-à-dire la convivialité, l'empathie, l'interaction humaine, l'humour, vraiment le fait d'interagir avec d'autres humains. Mais la question, et là, il faut vraiment faire de l'économie pour répondre à ça, parce que tu as plein de gens qui s'expriment là-dessus, qui disent il restera l'humain, mais la vraie question, c'est s'il reste cette part d'humain, ça vaut combien dans la valeur ajoutée d'un produit ou d'un service ? Est-ce que c'est 10% ? Est-ce que c'est 50% ? Est-ce que c'est 80% ? Parce que regarde, si ton médecin, si on prend sa chaîne de valeur, pour chaque euro que tu payes à ton médecin, imagine que tu aies 80% qui soit de l'expertise médicale, parce qu'il sait diagnostiquer et pas toi. Ça veut dire que sur chaque euro que tu dépenses, dans un monde où c'est l'IA qui fait ça mieux, c'est 80%, il tendent vers zéro. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, ton médecin, s'il y a juste une relation humaine, tu le payes plus que 20 centimes pour chaque euro dépensé aujourd'hui. Tu vois ce que ça veut dire ? Ouais. C'est-à-dire que tu as commoditisé sa valeur ajoutée. Et donc le médecin, en fait, il a juste un rôle d'empathe, d'infirmier peut-être pour les gestes, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu commoditises sa valeur ajoutée et donc sa rémunération. Et moi, ma conviction, c'est qu'en fait, la partie humaine, comme tu dis, elle est importante, mais elle a très peu de valeur ajoutée mesurable qui coûte cher dans une économie. Très intéressant aussi ce point où on va revenir sur ce sujet-là et pour essayer d'identifier un peu les compétences ou les métiers qui pourraient avoir plus de valeur demain qu'aujourd'hui. Juste avant, tu as parlé des bullshit jobs. Il y a un sujet en France, c'est en effet parfois on n'en parle pas assez. Moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à imaginer quand on parle quand tu parles de la fin du salariat, du fait que les personnes, les entreprises vont licencier. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces bullshit jobs, comment en fait c'est assez difficile de s'imaginer que par rapport aux relations sociales qu'on peut avoir, à la politique interne, de s'imaginer des entreprises peuvent licencier énormément de personnes très rapidement. J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer. C'est-à-dire, quand je dis très rapidement, en fait, ça devrait être aussi rapidement que l'évolution technologique qui est extrêmement rapide. Oui. Où ça n'a pas pris... Avant, on avait le temps de voir venir les choses. C'est-à-dire, on avait 30 ans, 20 ans. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour l'industrie. En 6 mois, 1 an. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce que tu dis, en fait, on l'a vécu avec l'industrie. Quand tu es non compétitif, quand tu as des coûts associés au travail beaucoup plus élevés que tes concurrents au niveau mondial, alors comme tu dis, ça prend du temps, c'est une érosion lente, mais au bout d'un moment, tu n'es plus rentable et soit tu fermes, soit tu fais des plans de licenciement massifs. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'industrie, c'est à cause de notre coût du travail. Et puis, mais tu sais, tout ça en économie, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Ricardo a expliqué ça très bien. Il faut vous spécialiser dans ce sur quoi vous êtes relativement bon, pas forcément les meilleurs, mais il faut vous spécialiser. Le reste, vous le laissez à d'autres. Et donc, les secteurs disparaissent comme ça petit à petit lorsqu'ils sont plus compétitifs. On connaît ça avec l'industrie, ça prend du temps. Moi, je pense qu'on va vivre la même chose pour les cols blancs, pour les cadres, surtout des grands groupes, mais uniquement quand on sera au pied du mur. Et quand on est au pied du mur, c'est comme avec l'industrie en ce moment, c'est
massif, c'est radical, et c'est du jour au lendemain où on dit il y a 60% de personnes en trou, il y a 80% de personnes en trou, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu as un secteur avec lequel ça peut tenir plus longtemps, c'est tous les secteurs services publics, fonctionnariat, puisque là évidemment c'est un choix politique, tu peux décider d'avoir des jobs même s'ils ne créent pas de valeur, puisque c'est un choix public, mais dans le secteur privé où tu as de la concurrence, à un moment donné c'est le marché qui a raison. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut se spécialiser sur autre chose. La mauvaise c'est que ce qui va fonctionner dans les années à venir, c'est les secteurs à très haute valeur ajoutée où il y a beaucoup de tech. Et pour ça, il faut du capital bien formé, c'est-à-dire des humains qui ont toutes les connaissances techniques, technologiques de ces secteurs. Et quand tu les as pas formés, c'est-à-dire que tu peux pas aller sur ces secteurs, en fait. T'as dit que ça va se passer quand les entreprises vont être au pied du mur. Oui. Pour toi, c'est à quel moment les entreprises vont être au pied du mur? Je sais pas, parce que là, on vit une période très particulière. En France, tu parles à l'échelle mondiale pour ces jobs ou en France? En fait, c'est vrai que à partir plutôt à l'échelle mondiale, puisque quand ça va se faire à l'échelle mondiale, oui, ça aura forcément des répercussions aussi en France, puisque les entreprises françaises... Ça sera juste plus long. Ça sera peut-être plus long. Les entreprises françaises sont pas... Il y a celles qui sont sur un marché mondial. Oui. Même les entreprises franco-françaises, en réalité, ça va vite suivre. Alors moi ma thèse c'est que la France a toujours une inertie parce qu'on surprotège, parce qu'on a une culture lente, enfin pour plein de raisons, mais oui tous les Américains qui expliquent ça dans la Silicon Valley en ce moment te disent qu'on est sur une exponentielle et que ChatGPT pouvait remplacer 10 personnes dans ton organisation cette année, mais peut-être qu'avec sa puissance de l'an prochain c'est peut-être 100, donc forcément tu as fait x10 d'un seul coup. En combien de temps les structures vont s'adapter, ça j'en ai aucune idée, mais je pense que on va atteindre un seuil critique très vite et ça va percoler. Et dans le monde entier, on va entendre telle entreprise licencie 60% de son staff, 80% de son staff. Et que là, les politiques vont commencer à se dire, mais on est en train de comprendre que les humains sont obsolètes au travail. Faisons de nouvelles lois sociales ou autres où on comprend que l'humain n'est plus utile au travail et on le protège d'une autre manière. Ça va engendrer des sujets politiques absolument passionnants. J'ai pas la réponse au modèle, il y a plein de modèles différents, mais je pense qu'on va aller vers ce monde-là. C'est juste une évidence. Quand tu vois les progrès à 48 heures des modèles d'IA, de 48 heures en 48 heures, tu te dis, mais ça va s'arrêter où? Ah ouais. Moi, je suis fasciné de voir qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui bloque en IA, quelques temps après, très vite, ça peut être 48 heures comme un mois, on l'a débloqué. Regarde le nombre de publications, ne serait-ce que les Chinois en IA, c'est monstrueux, c'est colossal. Et à chaque fois qu'on dit l'IA n'y arrive pas, tout de suite on trouve, tu mets 4 équipes en concurrence dans le monde entier, elles arrivent à peu près au même moment avec la solution, la même souvent. C'est vraiment fascinant. Pour faire suite à ce que tu viens de prédire, sur le fait qu'il va y avoir des licenciements massifs qui vont être annoncés, oui, à un instant T qui est difficilement anticipable, toi, tu vois du coup que ce licenciement massif, il va... permettre aux personnes d'être indépendants à leur compte, changer potentiellement de spécialisation pour s'adapter aux besoins actuels. C'est quand même difficile. Enfin, c'est une vision particulière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettre à son compte, c'est être dans un état d'esprit particulier. Pour beaucoup de personnes, c'est très... Tout le monde peut se mettre à son compte. Bah oui, est-ce que tu vois... Enfin, comment tu vois ce changement possible? Parce qu'en effet, tout le monde ne peut pas se mettre à son compte, à la fois en termes de, on peut dire hard skills, soft skills, de compétences et en même temps d'état d'esprit. Alors, pour te répondre, en fait, c'est simple, c'est le marché qui décide de ça. Et c'est le marché qui a la solution. C'est-à-dire que lorsque tu vends ta force de travail, que tu sois salarié, donc tu la vends à une entreprise et tu es encadré par un management, ou que tu sois à ton compte et que tu le vends directement à ton client sur le marché et tu n'es plus responsable, autonome, tu n'as pas le management comme quand tu es salarié. Dans les deux cas, il y a une solution à ça. C'est que si tu n'es pas fait pour être autant autonome et que tu as besoin d'encadrement, tu peux très bien être à ton compte et puis travailler en mode prestataire avec une forme d'encadrement. Les gens qui vont s'occuper du commercial, qui vont s'occuper de tes supports, ta comptabilité, tes finances, que sais-je, là où tu n'es pas à l'aise, si tu veux. Et en fait, tu recrées comme une organisation dans l'entreprise, mais en dehors, sans lien de subordination. C'est la même chose que dans une entreprise. Si tu as besoin d'être une... Tu as plein de secteurs où la création de valeur se fait à plusieurs, très souvent, et les gens sont complémentaires. La différence, c'est que dans une entreprise, ils sont complémentaires intégrés. Là, ils sont complémentaires, mais chacun à leur compte, sans lien de subordination. Donc, c'est très faisable. Moi, je connais beaucoup d'informaticiens qui sont en freelance, qui détestent parler à d'autres humains,
J'ai même l'impression que c'est la norme. Et ils externalisent le commercial à un prestat. Et ça marche très bien. Oui. Ou qui est ce qu'on peut appeler parfois des collectifs Oui. qui se rassemblent pour être complémentaires. Exactement. Et Des dream teams, des essaims de travailleurs indépendants qui fonctionnent très très bien, de manière très agile, très flexible. Et je pense que ça va se développer de plus en plus. Après, on peut aller plus loin. On peut dire carrément que ces gens-là, qui avant étaient physiquement ensemble, chacun spécialisé, c'est des plateformes d'indépendants à l'autre bout de la planète où chacun est éclaté un peu partout et c'est des algorithmes qui te synchronisent, qui coordonnent. Mais encore une fois, cette phase-là de fin du salariat, elle va être à mon avis assez temporaire, puisqu'on va rapidement aller sur la fin du travail humain, je pense, avec les... Non mais vraiment, et je dis que c'est une bonne nouvelle, parce que vraiment les machines vont être capables, je pense, de tout faire beaucoup mieux que nous, et que pour des questions de concurrence, des questions de prix, tous les dirigeants, tous les entrepreneurs vont avoir intérêt à mettre de l'IA partout plutôt que de l'humain. Et ça va être encore une fois une bonne nouvelle. Les machines nous montrent qu'elles peuvent faire un truc qui emmerde tous les humains, c'est le travail contraignant. Alors après, on pourra occuper notre temps avec autre chose, qui sera autre chose que du travail, mais ça va être plutôt une bonne nouvelle. Et on est tous concernés, moi le premier, quand je vois ce que ChatGPT est capable de produire, je me dis, mais mon métier de conférencier, c'est terminé, quoi. Je vais me faire disrupter par un acteur qui a joué des conférences sur scène mieux écrites par un ChatGPT, j'ai plus de valeur ajoutée là-dessus. Et puis après-demain, par des IA qui généreront des conférences virtuelles. Et ça, selon toi, c'est une bonne nouvelle, le fait de se dire que demain, on est mis au chômage par l'IA, on n'a plus de travail, Oui. parce qu'en fait, notre travail sera moins efficace, moins utile. Moins... Un travail, ça a besoin d'être fait parce que tu résous un problème pour ton marché. Et donc tu offres, et puis parce qu'il y a une demande en face. Mais si la demande, elle n'a pas les moyens parce que tu es trop cher, une IA fait ça de manière beaucoup plus productive et qu'elle fait baisser les prix, au lieu de te prendre toi, au lieu de te prendre toi, la demande prendra un algorithme. Mais imagine que ce soit la même chose sur les fonctionnalités. Tu fais ton job très bien, mais il te manque quelques fonctionnalités, quelques features. Et une IA fait la même chose avec plus de features et peut-être de moins en moins cher. Forcément, le marché, il va la prendre. Alors, il y aura peut-être encore, ça va pas se faire du jour au lendemain, il y aura une hybridation, on va avoir un petit peu les deux, évidemment. Mais moi, je crois que c'est d'abord des individus seuls avec leurs algos et progressivement, de plus en plus, les algos. Ok. Cette hybridation que tu vois arriver, qui va être un peu la zone tampon avant cette zone que tu prédis, c'est quoi du coup les compétences qui vont manquer à l'IA pour dans un laps de temps court qui va arriver, court terme. Et que en tant qu'humain on peut se dire parce que c'est mentalement difficile de se dire ce que je suis en train de produire, l'énergie que je suis en train de mettre, une partie de ma vie que je suis en train de consacrer sur un sujet va être obsolète dans quelques mois. Oui. Selon toi, des quelques années. Mais c'est en train d'arriver absolument partout. Tu sais, ma copine, tu vois, est directrice marketing d'une marque de cosmétiques. Donc ils font des crèmes et pour ça ils ont besoin de formuler des crèmes avec des ingrédients, des mélanges. C'est de la très très haute chimie. Et pour faire ça, elle fait appel à des formulateurs dont c'est la spécialité. Ils te disent quel ingrédient mélanger pour faire telle texture, tel machin et tout. Puis un jour je parlais de ça avec elle m'expliquait ça dans son métier. Et je dis mais tiens, on était en vacances au restaurant, je lui dis mais tiens, pourquoi tu ne demandes pas à Claude qui te formule une crème avec tel ou tel ingrédient, avec ton objectif de texture. Puis on a essayé en live et elle a été bluffée. Elle m'a dit mais en fait il est quasiment capable de faire le job des formulateurs chimistes spécialisés qui coûtent très cher là-dedans. Donc leur métier, tu vois, c'est très concret. C'est comme ce qu'on a dit sur les radiologues, c'est du jour au lendemain. Les IA qui te font les descriptions de produits sur les sites internet, pareil. Les IA qui te génèrent des sites internet, pareil. Les IA qui vont créer des contenus, pareil. Chaque jour, en fait, on voit que c'est des tâches, et donc un ensemble de tâches et des métiers qui deviennent obsolètes du jour au lendemain. Tu as plein de startups aux États-Unis en ce moment qui se lamentent sur Twitter parce qu'à chaque mise à jour d'un ChatGPT ou d'un Claude, ça y est, la startup est morte parce que c'est intégré directement dans Claude. Donc on va s'y faire progressivement, mais à très court terme, c'est simple. Les compétences qui restent, c'est les compétences qui marchent, qui ont marché à toutes les époques de l'humanité. C'est-à-dire les leaders, les bons commerciaux, les humains agréables avec qui tu as envie d'échanger, les humains en qui tu as confiance. Bref, ce qui marchait, j'allais dire, à la préhistoire dans une équipe d'humains, marchera aussi aujourd'hui comme ça marchait il y a 1000 ans, etc. C'est assez fascinant parce que tu parles de réussite, de ne pas être obsolète au travail, donc de réussite professionnelle, de s'en sortir professionnellement. Si tu regardes, en fait, ceux qui s'en sortent professionnellement le mieux, en fait,
c'est pas évidemment les derniers de la classe, souvent, c'est pas les premiers non plus. C'est plutôt ceux qui sont dans les milieux à l'école, milieu haut, etc., mais qui sont appréciés des autres, qui ont un bon leadership, qui sont plutôt créatifs, bref, qui sont des super humains, quoi. Moi, je suis fasciné parce que tu vois dans des boîtes, en fait, ceux qui finissent dans les comex. Alors, modulo certaines boîtes traditionnelles françaises où ils mettent que des polytechniciens, machin, parce que ils préservent leur statut et leurs intérêts, mais quand t'enlèves toutes ces rigidités, c'est souvent des gens qui étaient moyen plus à l'école, mais qui s'en sortent bien pour toutes les autres raisons et qui montent en entreprise. En politique aussi, hein, c'est souvent le cas. Hein, c'est ni les moins bons ni les meilleurs, c'est vraiment au milieu, mais qui ont la touche humaine qui fait que ça marche bien, quoi. Ouais. C'est vrai que je parlais de notre. Étant donné que tu as mentionné le fait que on se dirige vers la fin du travail, que c'est un peu dur, parce que moi j'ai un prisme sur le fait que le travail est partie intégrante de notre vie. Ça c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a un futur où en fait, s'il n'y a plus de travail, en fait, il va plus être. Ça va tu pourras plus te définir avec ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, peut-être que. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, tu dis c'est partie intégrante de nos vies, on se définit avec ça. C'est pas le cas de tout le monde. Je suis d'accord avec toi, c'est le cas de plein de gens. Il y a beaucoup de gens pour qui, ils se définissent par leur travail. On leur demande, ils commencent par demander aux gens. Ou même quand on demande à quelqu'un de se présenter, souvent elle va commencer par le travail. Je suis d'accord et j'en fais partie aussi. Ce que je crois, c'est que lorsque ce sera plus la norme, les humains, ils refont des pyramides très très vite, ils vont se redifférencier sur autre chose. C'est un peu comme, je sais pas moi, les gens très très riches, ils vont pas se différencier par leur richesse, ça sera plus par comment ils l'ont fait, à quel âge, dans quel secteur. Enfin, tu vois, ils retrouvent toujours des manières de se redifférencier et de recréer des pyramides de leadership, d'organisation avec d'autres sous-critères. C'est très relatif en fait tout ça. Mais ça va se banaliser. Hein, tu sais, on travaille de moins en moins. Alors attention, hein, je suis très libéral, donc je souhaite que chacun décide de son temps de travail, même si je pense que ça va baisser radicalement. Mais les humains trouvent assez naturellement comment se distinguer autrement par leur travail, hein, avec du statut, avec de la beauté, avec de la créativité, avec de l'humour, avec ce que tu veux. Hein. Un truc que tu as dit à l'instant qui est intéressant, c'est que le temps de travail est en train de chuter. Oui. Comment tu vois ce temps de travail? Aujourd'hui, on fait du 9h, 17h, 18h en moyenne. Est-ce que demain, on passe à 5 jours par semaine? Est-ce qu'il va y avoir un changement d'organisation, selon toi, qui va se faire à ce niveau-là? Alors, en fait, ça va dépendre de la capacité des machines à produire à notre place. Parce qu'effectivement, hier, tu étais limité par la durée d'une journée. Ouais. Mais si demain, tu automatises un paquet de trucs avec l'IA et que tu es très bon dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu peux prendre de plus en plus de clients, les déléguer à l'IA et en fait devenir ton propre monopole entre guillemets sur ton secteur et donc faire grossir ton chiffre d'affaires, mais parce qu'en fait c'est l'IA qui décuple ta productivité. Tu vois, je te donne un exemple. Moi j'ai dit aux experts comptables dernièrement qu'en fait le concept de cabinet d'experts comptables pourrait disparaître, parce que demain en fait un expert comptable ce sera un humain avec qui tu signes, qui est ton expert comptable, et qui a son armée d'algorithmes, mais qui du coup peut, au lieu de prendre et d'être limité, je sais pas, par 50 clients selon la taille de son cabinet actuel, au lieu d'embaucher puis de monter progressivement la taille des clients qu'il peut avoir, là en fait il peut supprimer du staff et embaucher des IA qui vont lui permettre de passer à 100, 200, 1000, 10 000 clients, ce qui était impossible de faire hier, sauf à scaler avec des humains. En fait tu scales avec des algorithmes, c'est ça que ça veut dire. Puis au passage, tu diminues ensuite tes tâches et tu fais bosser de plus en plus l'algo, quoi. Ouais, cette analogie me fait penser directement au CEO d'Anthropic qui parlait des tâches de programmation qui étaient réalisées par l'IA. Oui. Qu'en janvier 2024, ils étaient à 3% sur le benchmark. Aujourd'hui, en octobre, 10 mois après, ils étaient à 50%. Oui. Et que, à un moment donné, si l'IA peut faire toutes les tâches que peut faire un développeur, on a commoditisé le codeur, t'imagines ? Et elle peut être capable du coup de créer son propre algo. Oui. Et c'est comme ça. Regarde ce que ça veut dire. Si je reprends mon exemple, ça veut dire que alors tu peux prendre un programmeur ou un expert comptable, il a son armée d'algorithmes qui va automatiser un paquet de trucs avec de plus en plus de valeur ajoutée, jusqu'à être capable de limiter ses propres actions d'humain pour les confier à des IA. Il peut avoir une armée d'IA. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'humain, il n'a plus besoin de travailler, mais il devient juste actionnaire de sa structure, et dans ses actifs, il y a de l'IA qui crée de la valeur.
et il touche les dividendes de la création de valeur de son IA. C'est ça en fait mon point, c'est qu'on va entrer dans un monde où les IA vont créer la valeur, et si on veut récupérer cette valeur, il faut qu'on soit actionnaire de ces algorithmes. Tu peux l'être en étant actionnaire d'OpenAI ou de Claude ou que sais-je, mais tu peux l'être aussi avec des algorithmes spécialisés que tu auras fait dans ta structure, qui font tes tâches actuelles, que tu vas de plus en plus déléguer à des IA. Il faut être le plus rapidement possible actionnaire d'algorithmes qui créent de la valeur pour en récupérer les fruits. Mais c'est fascinant, hein, tu sais, moi je travaille avec toutes les professions. Quand je fais des conférences, je vais vraiment dans tous les secteurs et tu as des réactions très très différentes selon les secteurs. Alors c'est très corrélé évidemment parce que le métier est corrélé à l'aversion au risque. Et tu vois, quand je vois des entrepreneurs, là, tout ce que je raconte là aujourd'hui, c'est évident pour eux. C'est évident que les humains sont des algorithmes au travail, c'est évident qu'on va automatiser un paquet de trucs, c'est évident qu'il y aura une création massive de valeur, hein, vraiment exponentielle. Et quand je vois des avocats par exemple, c'est vraiment la profession qui bloque. Tu ne peux pas discuter de ça avec des avocats. Ils te disent non, nous c'est différent. Non, mais nous c'est pas des algorithmes, le droit, c'est intellectuel. Je leur dis, mais non, vous faites des maths avec des mots. C'est pas réducteur, hein, c'est très complexe. J'ai beaucoup de respect pour votre profession, mais un algorithme va structurer des plaidoiries, trouver des arguments que vous ne trouvez pas, trouver des failles dans les argumentations. Et effectivement, demain, un bon avocat qui va plaider, en fait, c'est plus un avocat, hein, c'est un acteur dans ce cas-là. Ça veut dire. Et il y a pas de. Encore une fois, c'est pas réducteur. Et les grands plaideurs sont de grands acteurs. Hein. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est qu'en fait, il n'y a même plus besoin d'avocat. C'est ce que j'avais écrit dans mon livre Disruption, hein, c'est que tu automatises d'un côté les arguments d'un avocat, la partie adverse fait la même chose, les algos préparent les contre-arguments de la partie adverse, ils itèrent, ils trouvent un point d'équilibre pour trouver qui a raison, qui a tort dans un conflit, et ensuite on met un prix au milieu du settlement, comme on fait dans le droit, enfin dans le juridique aux États-Unis. Et en fait, tu n'as besoin ni d'avocat, ni de juge, tu fais trancher par l'IA, et tu n'as même plus besoin de faire de procès puisque tu mets un prix sur le conflit. Ouais, après, là, tu as mentionné les avocats, mais est-ce que c'est pas le cas en fait de toutes les personnes qui sont spécialisées dans des verticales métiers? Un entrepreneur, il n'a pas de spécialisation propre, donc tout est équilibre en fait. Mais en réalité, c'est vrai qu'un programmeur, quand tu lui annonces que l'IA va faire tout ce qu'il sait faire, oui. Il y a toujours ce sentiment en fait, un petit peu de ah non, mais en fait, je vais toujours pouvoir apporter quelque chose. Tout le monde va avoir un moment de choc, je pense, dans chacun de nos professions respectives, de choc où on va se dire ah ouais, mais là, c'est fini pour moi, quoi. Je vais te raconter une anecdote. J'étais avec un ami le week-end dernier qui est psychiatre, un psychiatre assez connu en France qui fait de la recherche, qui publie dans des grandes revues, un type absolument brillant, qui commence à utiliser Google Note LLM, tu sais, pour importer des contenus, de la connaissance et jouer avec. Et il m'a dit que là, il avait eu un choc immense parce qu'il s'est dit pour la première fois qu'il voyait que son job de chercheur pouvait être automatisé parce que l'IA commence à raisonner comme un chercheur. Elle trie de la connaissance, elle pose des hypothèses, elle fait des synthèses, elle met en parallèle différentes études, elle fait des méta-études, enfin bref, toutes les tâches cognitives que fait un chercheur. Et donc il a compris qu'en fait, même la recherche, c'était un algorithme. Et il me disait, mais en fait, ça va être quoi notre valeur ajoutée? Et moi, je lui disais, mais en fait, probablement plus, mais c'est notre objectif. On fait ça pour transférer justement la création de valeur aux machines, parce qu'elles seront meilleures que nous, mais on aura atteint notre but. J'ai pris cet exemple, mais on peut prendre tous les métiers, comme tu dis. Hein, Mais c'est intéressant, ce choc mental que tu annonces qui va arriver à un moment donné. Oui. Notre BookLM, pour rapidement expliquer, c'est comme un chat GPT, sauf qu'on lui partage des sources et le modèle, enfin l'outil derrière, qui est Gemini, le modèle d'IA de Google, va répondre en se basant uniquement sur les documents qui sont partagés et citer ses sources. Le point que je voulais partager, c'est que ce choc mental, quand il arrive, forcément, il peut laisser des séquelles. Ça peut être problématique pour beaucoup de personnes qui... Ça dépend de l'ego, je pense. Je te dis, quand je parle à des avocats, c'est très violent. Hein. C'est vraiment... jamais une IA n'automatisera notre métier. Et tu ne peux pas discuter. C'est extrêmement rare, les avocats avec qui tu peux discuter de ça. Parce qu'il y a un statut à défendre. Et t'imagines, en fait, t'as fait toute ta vie, toutes ces études, toute cette carrière pour qu'on te dise que t'es un algorithme et que t'es automatisé par une IA, mais effectivement, c'est violent. Les radiologues ont eu la même chose. C'est pareil, ouais. Médecins, et après, c'est qu'une question je te dis, d'ego. Moi, j'ai des amis médecins autour de moi qui rigolent de ça, qui m'ont dit, mais ouais, c'est vrai, on va se faire disrupter, c'est très bien. Hein. Ce que fait un radiologue, ce sera natif dans toutes les machines d'imagerie médicale. La machine te fera ton image, elle fera le diagnostic au passage, et le médecin, il sera là juste pour signer le truc. Mais la question que ça pose, c'est du coup, ça coûte combien un médecin comme ça? C'est encore une fois, c'est valeur ajoutée. S'il n'a plus de valeur ajoutée, il n'y a pas de raison que tu le payes autant. On le commoditise. Et là, l'enjeu, c'est qu'en fait, on est en train de tout commoditiser. Moi, je viens du monde de la finance. La finance, c'est un monde où il y a quasiment plus de métiers dans la finance où il y a de la valeur ajoutée.
t'en as dans les gens qui font par exemple des produits structurés, du M&A, des choses comme ça, mais sinon le reste de la finance c'est de la commodité, c'est du tuyau, il y a quasiment plus de marge. Une fois que tu as streamliné, que tu as automatisé tout ça, tu as juste à libérer à licencier du staff et aller recaler ailleurs. Et ça va être le cas dans tous les secteurs. Il y a un point qu'on n'a pas trop mentionné et parlé, c'est un peu la menace possible de l'IA. Oui. Il y a certains qui, pour reprendre aussi, reciter le CEO d'Anthropic, qui parlait, c'était son point de vue, si en 2025, on laissait un peu trop les entreprises avancer librement sur l'IA et qu'il n'y avait pas assez de réglementation, il pourrait être inquiet. 2025, fin 2025, c'est demain, oui. C'est dans un an, ça passe très vite. T'en as qui disent que dans 4 ans, c'est la fin de l'humanité aussi avec ça. Toi là-dessus, comment tu vois cet aspect de réglementation Est-ce que tu estimes que c'est si important pour limiter la puissance, ou en tout cas contrôler la puissance du développement des IA? En fait, il y a 2 menaces principales. Alors, c'est pas moi qui les donne, c'est celle d'Eric Schmidt et de Dario Amodei d'Anthropic. La première, c'est la puissance que tu mets entre les mains des individus qui leur permet de développer notamment des armes, enfin des choses dangereuses. Ce que disait Eric Schmidt, par exemple, c'est que qu'est-ce que tu fais si demain, un jeune dans un garage a la possibilité avec une IA de créer une nouvelle arme biologique indétectable, tout seul dans son garage en itérant avec un LLM. Ça, c'est un énorme danger. Et deuxième danger, c'est plus lié à le fait que l'IA t'échappe complètement. C'est-à-dire, quand tu as des IA qui génèrent leur propre code, qui deviennent de plus en plus autonomes, par définition, tu as des dommages collatéraux en fonction de ce que tu optimises, de leur capacité à interagir avec d'autres systèmes, faire de l'APIisation, comme je disais au début. Et là, tu peux perdre le contrôle. Et ce qu'il disait, Dario Amodei, là-dessus, c'est qu'en fait, il va peut-être falloir, à un moment donné, qu'on classe les niveaux d'autonomie de ces algorithmes et que certaines personnes aient accès à certains niveaux et pas plus. Typiquement, les niveaux 4 et 5 pour l'armée, les gouvernements, les États, etc. Puis les niveaux du dessous. Mais la question, c'est comment tu les classifies et comment tu t'assures qu'ils ne passent pas d'un niveau à l'autre. Donc oui, tous ces risques, ils existent. Ce que je crois, c'est que... Alors moi, je suis très antifragile dans ma manière d'aborder les systèmes. C'est qu'en fait, le seul moyen de voir, c'est de les laisser se développer. Et ensuite, on gérera les catastrophes au fur et à mesure. Parce que je dis catastrophe parce que je pense que ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais l'idée, c'est de les isoler le plus rapidement. Mais le paradoxe de ces systèmes, c'est qu'on a besoin de ces petites catastrophes pour rendre le système plus antifragile et plus résilient. Ouais, c'est aussi peut-être un peu l'état d'esprit qui est adopté aujourd'hui. Je pense que les humains sont comme ça par nature. Par la plupart des entreprises. C'est-à-dire qu'ils laissent la techno faire s'il y a des catastrophes. Ouais. On essaie d'anticiper les risques au mieux et ensuite on voit avec les incendies qui se déclarent. Je pense que les humains sont naturellement comme ça. Ça sert à rien de tout arrêter, ça sert à rien de faire un kill switch parce qu'on pourra pas. Et puis ça sert à rien non plus de vouloir empêcher parce que par définition, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais quand t'as pas une entité globale, un gouvernement mondial, tu peux pas empêcher un système de se développer. Tu peux l'interdire dans une région, légiférer dans une région, il va se déplacer ailleurs. Donc tu peux rien faire là-dessus. Okay, très, très intéressant. On a abordé plein de sujets que je trouve très intéressants. Ça passe vite. Il y a une dernière question que j'aimerais bien te poser. C'est... toi, personnellement, le sujet IA qui t'enthousiasme le plus sur le court terme ou moyen long terme, qu'est-ce que tu as hâte de voir se développer? Il y en a tellement. Si tu devais en choisir un qui te tient à cœur par rapport à... Le plus important, c'est que l'IA, comme je disais, se comporte en chercheur et puisse résoudre tous les problèmes scientifiques, sans exception. C'est-à-dire à la fois guérir toutes les maladies, mais aussi rajeunir, rendre l'être humain immortel, et qui devient improbable aujourd'hui. Tu as plein de gens qui ne sont pas complètement fous, qui te disent que ça va être possible. Explorer l'univers. Donc là, on rejoint tout ce que fait Elon Musk. Comprendre le cerveau, comprendre le fonctionnement de la vie, craquer toutes les lois de la physique, enfin bref, tout ce qu'ils disent dans la Silicon Valley en ce moment. C'est moi qui suis un passionné de connaissances et de sciences. Si on a une IA qui arrive à comprendre des trucs que nos cerveaux ne comprennent pas et nous les explique simplement, moi ça me passionnera. Mais après, il y a plein de trucs, la conscience artificielle, les majordomes que tout le monde aura dans sa poche, les questions philosophiques qu'on va devoir se poser si on ne travaille plus, comment on va occuper nos cerveaux. Donc il y a plein d'autres sujets passionnants là-dessus, mais ce que je dis juste aux gens, en fait, c'est
plutôt que d'en avoir peur, expérimentez, jouez avec par vous-même. Moi je dis, alors ça va pas t'arranger que je dise ça, mais je dis aux gens, il n'y a même pas besoin de s'y former en fait. Vous jouez avec, vous savez pas quoi faire, vous lui demandez. C'est la première fois qu'on a une technologie, si on ne sait pas l'utiliser, il suffit de lui demander et elle nous aide. Et puis surtout, elle va être de plus en plus autonome. Et ça sert à rien par exemple, d'apprendre à prompter, puisque le prompt va disparaître. Les IA vont s'auto-prompter, faire des chaînes de pensée de plus en plus complexes, et elles sauront même se poser les questions les plus pertinentes à notre place. On va être très surpris. Mais ce que je crois, c'est que on va très vite se rendre compte de nos propres limites. On n'arrête pas de dire il faut créer... la question en ce moment, c'est de savoir si on va réussir à créer une IA de niveau humain. Moi, ma thèse, c'est que l'humain n'est pas la référence, parce que l'humain n'est pas si intelligent que ça. Ouais. Après ton point sur le fait de pas se former, de pas perdre du temps parce que on va être obsolète. Bon, après, sur ce sujet-là, est-ce que, sincèrement, tu penses que une personne qui, aujourd'hui, qui est dans ce monde avec l'IA, devrait volontairement faire abstraction des modèles d'IA en se disant, en fait, je reviens dans 3 ans. Non, c'est pire que ça. C'est que si je te fais une réponse pas politiquement correcte, c'est qu'en gros, une personne aujourd'hui qui est assez dégourdie dans son travail, elle va très vite comprendre qu'il faut qu'elle joue avec l'IA et elle va l'utiliser de manière maligne pour faire des trucs utiles dans son job, naturellement, avec de l'autonomie, etc. Si une personne, soit ne comprend pas comment ça marche et a besoin d'être formée, c'est même pas la peine, parce que ça veut dire que ce type de profil-là, elle fera pas long feu dans l'entreprise, quoi qu'il arrive, avec la révolution en cours. Donc ça sert même à rien de la former, parce que même autonome, son job risque d'être très obsolète. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est pas très sympa dit comme ça, mais c'est un peu ce que je vois en entreprise en ce moment. Et puis surtout, celle qui se dit, celle qui a les capacités de le faire, mais qui le fait pas, elle, c'est pareil, se fera remplacer naturellement dans l'entreprise, parce qu'en fait, ces tâches seront devenues complètement automatisées par l'IA. Ok. C'est la vraie question, c'est comment on déplace notre valeur ajoutée sur autre chose. C'était le thème de mon bouquin Disruption en 2018, c'était vous allez devoir rendre obsolète ce qui fait votre valeur, déplacer ça sur autre chose, mais la grande inconnue pour chacun d'entre nous, c'est sur quoi ? C'est quoi ma valeur ajoutée avec une IA qui fait tout, quoi. On va rester sur ça. Merci beaucoup Stéphane Merci à toi. pour notre échange, pour ton intervention. C'était top. Plaisir partagé.